Donc, bienvenue Sarah. On la reçoit, Sarah, pour la deuxième fois. Son premier roman, sa préférée, nous avait emballé et on avait été très heureuse de la recevoir à cette occasion-là. C'est un roman qui avait eu beaucoup de succès d'ailleurs, pas seulement auprès de nous. Forcément, on attendait le deuxième avec un peu d'inquiétude parce que quand un premier roman est très réussi, souvent c'est le deuxième le plus difficile à écrire. Et on le voit sortir avec impatience, on se dit ouais, chouette, et puis on le commence quand même avec un brin d'inquiétude, et puis au bout de 3 pages, ça y est, on est rassuré. Il est aussi fort et aussi beau que le premier. Donc merci pour ça. Pour commencer, je voudrais citer la phrase que Aurélie a choisi de mettre dans la présentation de notre newsletter pour cette rencontre, parce que je trouve qu'elle résume extrêmement bien ce qu'est ce livre et les thématiques qui sont abordées dedans. Donc je vous lis l'extrait de cette phrase d'Aurélie qui écrit tellement bien. Quel que soit l'angle par lequel on le présentera, il est probable que ce livre vous dérange et ne vous donne pas envie de le lire. Pas maintenant, pas comme ça. Croyez-le ou non, c'est un livre puissant sur la résilience, les croyances et les fêlures héritées de nos aïeuls, les épreuves qui nous semblent insurmontables, l'indispensable force des livres, la violence de vivre et la lumière au bout. Voilà, un beau résumé, je trouve, de ce livre. Je voulais rendre à César, donc à Aurélie, ce qui lui appartient. Et je trouve que cette présentation, elle résume bien parce qu'elle dit à la fois ce qu'est ce livre et à la fois toutes les thématiques abordées, et on va y revenir peut-être en détail, mais on va aussi parler du style et de la construction qui est assez originale et très, très efficace, très puissante aussi. C'est un texte très court, 150 pages, pour raconter une vie et même des vies. Donc c'est un style dense, efficace. Et la construction en 2 parties, elle est intéressante parce qu'il y a une première partie avec des chapitres assez courts, écrites au jeu, avec un mélange de 2 choses. À la fois, on a des passages en italique qui sont la situation dans laquelle le personnage principal, Rose, se trouve au moment où le livre démarre. Et puis ça, c'est des passages assez courts. Et puis, en caractère romain, toute son histoire et celle de sa famille qui explique pourquoi elle en est arrivée là. Et puis après, il y a un court passage qui s'appelle Aparté. Je trouve ça génial parce que ça fait comme une charnière entre les 2 parties. Et il y a une façon d'accompagner le lecteur dans le chemin à parcourir. Et je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Et la deuxième partie, c'est des chapitres encore plus courts. Et on remonte vers la lumière. Alors, je vais vous lire un passage du prologue, parce que il dit tout. Et en fait, après, tu pourras nous expliquer pourquoi tu l'as commencé comme ça, ce livre. Mais en tout cas, ça dit tout déjà. Et donc, on peut vous dire de quoi il s'agit, parce que de toute façon, c'est dans les premières pages. Tous les matins, pendant un quart de seconde, je suis bien. Un quart de seconde où je ne me rappelle plus qui je suis, ce que je fais, où je dors. Pendant ce quart de seconde, Rose n'existe pas. La Rose que je suis devenue n'a pas encore pris possession de mon esprit. Mon corps passe encore, mais ma tête... Rose, cette Rose que je déteste, agglutinée à mes pensées, mes actes, tout le reste de la journée. Pendant ce quart de seconde, j'ai la vingtaine et je retrouve mon grand amour. J'ai 8 ans et je défile à travers le visage dans mon aube de première communiante. J'ai bientôt 40 ans et mon enfant vit encore. Il passe trop vite ce quart de seconde. Droit derrière, Rose, 43 ans, me dévore jusqu'aux os. Je me souviens que je n'arriverai pas à me lever, que je pleurerai sitôt que je comprendrai qu'une nouvelle journée commence, que je devrai lutter pour chaque geste, chaque minute de chaque journée. Lutter pour me lever, lutter pour m'habiller, lutter pour regarder Camille dans les yeux, lutter pour ne pas boire, lutter pour continuer. Alors, ça démarre fort quand même. Hein. C'est un peu plombant. Ouais. Mais non, mais justement, n'oubliez pas les mots d'Aurélie. C'est un livre qui vaut le coup d'être lu quand même, malgré que ça démarre comme ça. Et alors peut-être pourquoi tu as choisi de démarrer par ce prologue qui dévoile en fait tout, et du coup il n'y a pas vraiment de suspense. Après ça va être le chemin. Mais
Alors peut-être que, en fait, moi, en tant que lectrice, je lis toujours la fin des livres en D'accord. premier. Pas tout à fait en premier, mais presque. Euh, c'est une habitude dont j'arrive pas à me débarrasser. Parce que ce qui compte, en fait, c'est le chemin pour parvenir. Donc c'est ça qui m'intéresse. De savoir la fin, ça n'a aucune importance. Comme nous, on sait qu'on va mourir, mais en fait, ce qui compte, c'est ce qui se passe entre la naissance et la mort. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de suspense. Enfin, j'aime pas ce mot, mais enfin, il n'y a pas de. Voilà, c'est clair d'entrée. Après, pourquoi? Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, moi, j'essaye de plutôt pas réfléchir quand j'écris. Quand Ok. je relis, ok. Mais en fait, c'est vraiment plutôt voilà, de faire les choses instinctivement parce que sinon, si je me posais ce genre de questions, il y a plein de choses que j'écrirais pas, quoi. Je n'écrirais pas ce genre de sujet ou je me dirais que post-MeToo, parler d'une femme attachée par un homme, c'est peut-être pas génial. Mais en fait, voilà, c'est autre chose. J'ai un autre propos et j'espère toujours que les lecteurs soient aussi. Enfin, voilà, s'arrête pas juste sur cette apparence-là. Mais je sais, tu as raison. Merci Aurélie pour ce que tu as écrit. Je sais que c'est difficile. Enfin, si on lit, on a l'impression qu'il y a un sujet, c'est la mort d'un enfant. Alors que pour moi, c'est pas du tout le sujet. Mais Ouais. c'est celui que les gens aiment bien avoir un sujet pour parler d'un livre, Ouais. mais c'est pas le sujet pour moi. Il y a un autre sujet qui est peut-être le sujet central. Enfin, il y a plusieurs Oui, il y sujets, a plusieurs mais sujets. Ouais. en tout cas, il y en a un qui est le même que dans sa préférée. C'est la violence, la présence de la violence. Et ça, c'est un thème qui t'intéresse beaucoup, visiblement, parce que tu le reprends ici. La Alors là, violence et la colère. oui, alors bon, moi je suis née en colère, c'est assez difficile enfin voilà, avec les années ça se calme un petit peu, mais quand même pas tout à fait. Et, euh, et après la violence, effectivement, la violence c'est quand même un de mes... Voilà, malheureusement je la connais, malheureusement j'y suis sensible et voilà, c'est une des choses que j'ai à régler sur cette terre. Et je pense que ça reviendra. Il y a plein d'autres choses que j'ai même pas remarquées, j'ai même pas fait les liens au moment où j'écrivais, qu'il y avait vraiment, il y a il y a des suicides dans les deux livres, alors que vraiment, c'était pas quelque chose. Enfin voilà, je vous dis, moi, je, je, je décide pas d'écrire un sujet, surtout que en fait, j'ai fait une grande expérience dont je t'ai parlé tout à l'heure. En fait, donc sa préférée est parue en 2022, mais j'avais écrit en 2017. Et depuis 2022, en fait, c'est pas mon deuxième livre, c'est mon troisième livre Oui. que connaît mon éditrice, parce que j'en ai écrit un autre que pendant 13 mois, un livre qui est, selon moi, le livre de ma vie. Voilà, donc c'est un sacré projet et que peut-être j'écrirai jamais. Donc bref, vraiment, j'ai démissionné de mon poste de journaliste et j'ai décidé d'écrire ce livre que je voulais écrire avant sa préférée. Et les sujets étaient, franchement, sur le papier, c'est super les sujets, quoi. Vraiment très peu traités en littérature. Enfin voilà, il y avait vraiment un peu tout. Et je l'ai écrit pendant 13 mois. Ça s'est très mal passé pour moi, dans le sens que c'était compliqué, que j'arrivais pas à trouver le ton, que les personnages étaient il n'y avait pas de corps. J'aime bien moi écrire au jeu, j'ai écrit avec le jeu, ça passait pas, j'ai changé, j'ai mis la troisième personne, j'ai mis des on, des nous, j'ai tout essayé, et je l'ai refait je sais pas combien de fois. Pour finir, je l'ai envoyé à mon éditrice qui l'a refusé. Le 6 février 2024, elle m'a refusé ce livre. Voilà, c'était une date très importante pour elle et moi. Et ben voilà, j'ai donc pleuré pendant 7 heures. Et tout en étant d'accord avec elle. Enfin, j'étais quand même presque soulagée qu'il ne soit pas publié. Et 2 jours après, ben, j'ai commencé ce texte-là parce que les personnages me sont apparus comme pour sa préférée. Et là, en fait, cette année, ces 13 mois, quand on a l'impression que j'avais perdu mon temps, mais en fait, j'ai pas perdu mon temps parce que être écrivain, ben, ça s'apprend. Enfin voilà, ça, moi je crois pas, hein, ouais, toutes ces écoles, ces ateliers d'écriture et tout ça, pour moi c'est du bullshit, mais bon bref, je crois pas, enfin vraiment, je crois pas aux écoles aux États-Unis, ok c'est super célèbre et quand on est à l'université tout le monde va être écrivain, mais moi je crois pas à ça. Mais ici, chez nous, ça fait pas partie de notre culture, en tout cas pas dans la littérature française, mais ça peut marcher pour certains, mais c'est plutôt des exutoires ou des catharsis, mais de là à faire de la littérature. Et
Donc, du coup, ce que j'ai découvert pour moi, hein, parce qu'on écrit les livres qu'on peut, hein, pas forcément les livres qu'on veut. Hein. Moi, j'aimerais écrire un livre à la troisième personne, une grande fresque chorale sur je sais pas combien de générations. Moi, je suis pas capable de faire ça. Et en fait, j'ai remarqué que le sujet ne suffit pas et que moi, c'est vraiment par les personnages que les choses viennent. Et voilà, les deux personnages me sont apparus et ensuite les choses se sont faites vraiment. Je me suis cloîtrée et en 9 mois, 10 mois, le livre était terminé, quoi. Donc, je ne peux pas répondre à certaines de tes questions. Mais Donc, c'est pas grave, je les pose quand même, et puis oui. tu verras que tu peux répondre ou pas. Donc, En, voilà. en tout cas, il y a une présence très forte de la montagne, il y avait déjà dans le Oui. premier, euh, que tu décris sans faire des longues descriptions, toujours dans un style très épuré, très, très rapide. Tu arrives à installer des atmosphères de manière extrêmement efficace, je trouve, en quelques mots, quelques phrases. Est-ce que c'est parce que tu as une très bonne connaissance des lieux que tu mets dans ce roman? Est-ce que c'est parce que tu fréquentes la montagne depuis longtemps et qu'elle t'aide à l'inspiration? Par exemple, est-ce que tu marches pour avoir l'inspiration d'un livre ou... Mais en fait, j'écris de là. Honnêtement, j'aimerais bien ne pas écrire. Et peut-être que j'écrirai que des livres qui se situeront dans le même paysage. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas. C'est vraiment parce que je parle. Enfin, j'écris de là d'où je suis, quoi. Et alors après, par exemple, je pourrais très bien écrire sur des personnages qui se situeraient dans des villes, parce que ce serait autre chose qui serait important. Mais là, le paysage a vraiment un effet sur les personnages, c'est-à-dire que Oui, vraiment, ça crée des souvenirs, ça les console. Donc, mais c'est pas un choix. Et par exemple, moi, je connais assez bien, enfin, assez bien. Je connais l'Italie parce que le Valais est proche de l'Italie, donc j'y vais d'ailleurs samedi. Là, je termine par Turin et j'aime beaucoup l'Italie, mais combien d'années il me faudrait pour vraiment parler de l'Italie autrement qu'en tant mm, que touriste ou voyageuse? Là, c'est vraiment quelque chose de charnel. Donc, je sais que voilà, j'y reviendrai. C'est des choses qui m'ont beaucoup impressionnée que j'ai fui, hein, mais voilà, évidemment, dès que j'ai pu partir à 20 ans, je me suis barrée, hein, parce que le Valais catholique, patriarcal, ouais. c'était lourd dans les années 80, mais en fait, voilà, c'est vraiment. C'est... Et probablement qu'à 25 ans, j'aurais pas pu parler de cette région de cette manière-là, quoi. C'est l'effet que ça m'a fait. Après, je veux dire, quand je me rends là, par exemple, j'étais il y a 2 semaines dans les Pyrénées. Ben, les gens, enfin voilà, on a vraiment beaucoup de points Mm, communs, où il y a mm, beaucoup de conteurs, il y a des guérisseurs, enfin voilà, tous ces lieux un peu isolés comme ça, enfin isolés, fermés, mm. et avec des natures puissantes et même qui nous dominent, je sais pas, ça. Mm. Probablement que si j'étais née dans une grande ville, je ne serais pas celle que je suis. Et vous non plus, enfin chacun, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, je remarque aussi que tu parles de... En fait, le livre, du coup, se déroule sur des longues années, finalement, de l'enfance jusqu'à quelques années après le début, finalement, du roman. Et, du coup, on voit aussi la montagne sous différents jours, différentes saisons. Et je trouve que presque, ça nous fait comme une métaphore aussi des différentes saisons de la vie. Alors, je ne sais pas si le mot résilience te parle, mais j'ai l'impression que tu décris la montagne à la fois comme des étapes de la vie, le deuil, et puis la renaissance, la résilience. Je ne sais pas quel est le mot juste à employer. Alors moi, je déteste le mot résilience. Donc, alors après, je suis vraiment désolée. Après, on Mais me il est un l'a... peu galvaudé aussi. Ouais, Hein. là, c'est vraiment, Ouais. on n'en peut plus, quoi, de cette résilience. Alors après, Boris Cyrulnik, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est lui qui l'a popularisé. Alors on m'a dit, il paraît, parce que voilà, que lui-même, c'est pas ce qu'il a voulu, Oui. quoi. Et évidemment, en voyant comme il... Enfin, on sent un petit peu que c'est une personne qui est pas... Voilà, on comprend bien que c'est pas ce qu'il a voulu, mais moi, voilà, enfin, il n'y a pas du tout ce mot-là dans mon livre, et j'espère qu'il n'y en aura jamais, qu'il ne sera jamais là. Et effectivement, j'ai pas du tout construit en opposition avec sa préférée, mais là, c'est dans sa préférée, ce qui m'intéressait enfin, la narratrice Jeanne, c'était justement
le fait qu'elle n'arrive pas. Enfin voilà, c'était un sujet qui à ce moment-là me taraudait beaucoup. Parce que justement, enfin voilà, et moi c'est plutôt mon caractère hein, voilà, de se relever et tout ça, et c'est plutôt le caractère des montagnards d'ailleurs. Et puis Jeanne, elle n'arrivait pas. Et là, Rose, quand elle est apparue, vraiment, elle s'est dessinée devant moi comme on rencontre elle et Camille, les deux, hein, c'était vraiment les deux, le couple. Je savais, en fait, j'avais vraiment le point de fuite et je savais qu'elle allait s'en sortir. Après, la résilience, c'est peut-être que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, quoi. J'aime juste pas ce mot, quoi. Enfin, j'aime pas ce qu'il est devenu, oui, quoi. c'est ça. Mais en tout cas, il y a un chemin vers un retour possible à la vie et à la lumière. Je disais que tu as un style très efficace. Alors, c'est pas un mot très joli, efficace, mais je l'emploie quand même parce que ton style est beaucoup plus beau que le terme efficace. Mais je trouve qu'il est efficace dans la rapidité. Encore une fois, c'est un livre de 150 pages seulement. Et on a l'impression d'une richesse de parcours, de personnages, d'événements que tu racontes. Alors, je vous lis un petit passage plutôt sur l'enfance, pour que vous voyez comment elle arrive à installer une atmosphère en très peu de phrases. Je me souviens si nettement de ces jours de paresse sans ennui, à deviner des monstres difformes ou des éléphants dans les nuages, à nous coucher bras à l'équerre sous les ciels gris, turquoise ou carrément bleu marine, avant les orages faramineux des fonds de vallée, à réclamer à sa grand-mère de conter l'histoire de la Chenegaude ou de paysans assommés par une pierre, ou celle du voisin, Pierrot de la Forge, s'aplaventrant presque chaque soir dans les escaliers, car il ne se désaltérait qu'au vin. Nous implorions sa grand-mère, raconte-nous encore des histoires du vieux temps. Nous ne nous lassions pas de l'entendre narrer son enfance, qui nous semblait vieille de 1000 ans, les trajets jusqu'à la ville qui prenaient des jours, son père et ses oncles appelés pour la première guerre, revenus vite et encore ivres. Et un peu plus loin, nous filions dans les prés à la chasse aux sauterelles ou aux grillons, ramassions des bouquets aux corolles blanches, jaunes, violettes, pique-niquions sous un pain sans un mot, revenions au bistrot en fin d'après-midi. Nous rentrions presque toujours bredouilles, ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était l'instant, la magie de nos fous rires étouffés, nos mains d'enfants, charnues encore, entrelacées. Alors, justement, à propos d'enfance, ce que je trouve assez beau aussi et intéressant dans ce livre, c'est que il y a pas mal de passages où on pourrait parler d'une certaine nostalgie du monde perdu dans cette montagne, parce que effectivement, Rose raconte des choses que faisait sa grand-mère notamment et qui ont disparu. Mais en même temps, c'est pas non plus un monde idéalisé. C'est-à-dire que c'est la montagne, oui, très belle, très forte, très voilà. Et en même temps, j'ai relevé quelques petites phrases comme ça où on dit que tout le monde se connaît et qu'on prend soin les uns des autres, mais aussi qu'il peut y avoir des brouilles, de l'hypocrisie. Par exemple, tu dis à un moment, nous nous saluons du bout des lèvres, chaleureusement ou hypocritement, ça dépend. Ou plus loin, les rancunes délaissées après une avalanche. Donc ça veut dire qu'elles ont eu lieu. Enfin, tu parles aussi des journaux locaux qui donnaient des consignes de vote. Donc, c'est pas non plus un monde absolument magnifique, mais c'est un monde qui a une force et qui l'a ancré et qui lui a donné de la force aussi à cette Rose. Oui, et qui a donné aux habitants dont je fais partie du caractère et qui est... Et c'est pas ça pourrait, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que ça pourrait paraître, si on n'est pas de cette région, caricatural en disant que c'est, enfin voilà, on pourrait imaginer que c'est un petit peu, que les personnages sont des archétypes, etc. Mais c'est, enfin vraiment pour moi, ce qui m'importait, c'est d'écrire quelque chose d'honnête sur cette région en disant, comme on peut l'être avec des amis, on les aime parce qu'on connaît leurs défauts. Donc moi, je connais très très bien les défauts du Valais, en tout cas ceux que j'interprète moi, hein, j'ai pas forcément... Moi, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup d'entre-soi en Valais. J'ai eu un débat là avec des écrivains valaisans. J'étais la seule à penser ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'entre-soi. Et les deux autres, pas. Bon, donc, c'est ma vision. Mais on m'a souvent dit que c'était honnête, et différentes générations se retrouvent.
dans cette description là du Valais. En fait, il suffit d'observer un petit peu ce que j'aime faire. Oui, oui, c'était vraiment. Après, par contre, si on le critique, si on critique ma région, moi je peux le faire, quoi. Mais ça va m'énerver, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu cette histoire de vote, de votation, parce que nous, là dernièrement, enfin il y a eu pas mal d'articles et aussi de podcasts sur le droit le droit de vote des femmes ces derniers jours. Nous, en Suisse, c'était en 71, le droit de vote des femmes, donc beaucoup plus tard que chez vous. Et on vote beaucoup, contrairement à vous, on vote, on ne fait pas qu'élire. Et il y avait à l'époque, mais pendant quand même assez longtemps, moi je sais pas, je devrais me renseigner jusqu'en quelle année ça existait, mais je pense en tout cas jusqu'à la fin des années 80, où la page 2 et 3, pendant les votations, c'était les indications de vote du rédacteur en chef du Nouvelliste, qui existe toujours, qui est évidemment plutôt parti démocrate chrétien, donc c'est vraiment un centre droit, pas à gauche. Assez conservateur, voilà, très j'imagine. conservateur, et qui domine voilà, toujours le canton. Et c'était complètement fou, quoi. Et les gens respectaient ces consignes de vote, quoi. Donc ça, c'est la vérité. Je veux dire, on peut pas me... C'est vrai. Donc, et c'est pas non plus une civilisation perdue. Je suppose que dans plein d'endroits, ça pouvait être un petit peu comme ça, quoi. Après, nous, on a nos pratiques, effectivement, électorales qui sont particulières et qui étaient assez... voilà, qui sont très différentes de chez vous. C'est démocratique, mais en Valais, pas tout à fait, quoi. Alors, il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est les deux grands-mères, les personnages vraiment assez lumineux de ces deux grands-mères qui sont très différentes l'une de l'autre, mais qui toutes les deux comptent beaucoup pour Rose. Et notamment, je cite un petit passage. Ce drôle de duo de grand-mère, la citadine dépendante et la fille de la montagne rebelle, m'entoure, me protège, m'encourage à croire que tout, vraiment tout, m'est accessible. Sans condition, elles me soutiennent, défendent mes projets. Elles m'exhortent, me couvrent sans me contrôler, m'encouragent à entretenir mes conversations avec mon fantôme maternel. Nous nous sommes aimés, absolument. Grâce à elles, je pensais survivre à tout. Donc elles ne sont pas non plus des personnages archétypaux, mais elles ont toutes les deux une force peut-être proprement féminine. Est-ce que tu dirais ça ? Oui, et puis aussi très propre à l'époque. Moi, voilà, ça m'a toujours intéressé. Enfant, le monde des adultes m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, j'avais toujours beaucoup de questions. Et une chose qui était assez claire, alors c'était un endroit très patriarcal, catholique, tout ça, je l'ai déjà dit, mais ce qui, moi, me surprenait beaucoup, c'est que les femmes nées à partir pas tout à fait le début, mais le milieu des années 50, c'était vraiment les femmes se formaient et tout ça, se formaient pour avoir un métier. Mais avant, ce qui est le cas quand même voilà, de ma famille, enfin de ma mère, de mes tantes et tout ça, les femmes, ben voilà, dès qu'elles terminaient de travailler, déjà à l'école, elles devaient faire l'école, nous on appelait ça l'école ménagère. Elle devait apprendre à... Voilà, super. Et à 16 ans, mais non, moi j'ai aussi eu ça. Hein. Ah oui. Ouais, j'ai eu ça obligatoire à l'école obligatoire. Et dès qu'elle terminait, elle devait faire un travail qui rapporte immédiatement de l'argent, alors que les garçons pouvaient se former. Je dis pas, il y avait des institutrices, il y avait des femmes qui avaient fait l'université, mais c'était assez rare dans les montagnes. En ville, c'était différent. Par contre, les femmes veuves, et toutes les femmes de cette génération, elles faisaient en sorte que leur fille ait un métier. Et ça m'a toujours beaucoup marqué. C'était, voilà, là, cette femme de la montagne qui est veuve, d'ailleurs, j'ai absolument voulu qu'elle soit veuve, pour justement, mais elle, par contre, elle garde sa fille, parce qu'il y a une raison pour laquelle elle garde sa fille. Mais voilà, pour moi, en fond, c'était un peu ces femmes de l'époque... très des matriarches, quoi, malgré le lieu qui n'était pas du tout ouvert aux femmes. Et puis cette femme la deuxième grand-mère, qui elle avait l'air tout à fait plus, on va dire, plus éduquée. Enfin, non, c'est pas le mot, parce que
parce que la grand-mère, enfin voilà, qui était un peu plus sophistiquée plutôt, Oui. et puis en fait qui est complètement soumise à son mari. Donc voilà, j'avais vraiment envie de décrire ces femmes qui étaient assez nombreuses quoi, dans ces époques. Oui, et qui toutes les deux, avec leurs grandes différences de caractère et d'expérience Oui, de vie, poussent Rose à aller au bout de ses possibilités, en oui. fait. Donc ça, Oui, c'est oui, quand même c'était pour assez la beau. seconde génération. Après, moi, j'ai pris, pour l'instant, j'ai choisi d'écrire des livres où j'arrive assez bien, ce qui fait que j'ai besoin de faire assez peu de recherches en prenant des années que je connais assez bien. Donc, à peu près les seules notes que je suis obligée de poser, c'est les dates de naissance, les années de naissance, pas les dates, parce que là, on va pas s'en sortir, mais les années de naissance de tous les personnages. Donc, c'était là, les grands-parents, c'est des gens. Enfin voilà, le grand-père pour moi il est né en 22, mais voilà, enfin voilà, ce qui sont nés dans les années 20, et puis c'était assez typique de l'époque, donc je connais assez bien. Et ces femmes-là, effectivement, enfin moi je suis journaliste, et ma grand-mère qui a évidemment qui avait pas de formation, qui elle est née en 22 justement, elle, enfin voilà, c'était vraiment un métier dont elle me parlait tout le temps, alors que voilà, il faut que tu fasses ça, si tu rêves de faire ça. Enfin, c'est vraiment, elle poussait les filles, il fallait absolument qu'on ait un métier, et n'importe quel métier était possible, quoi. En tout cas, moi, j'ai été élevée comme ça, même dans les années 70, en montagne. Alors, il y a quand même un thème très fort aussi dans ce livre, c'est la place des livres, justement, et notamment de la fiction. Alors déjà, dans la première partie, il y a un passage très beau où on se rend compte que du coup, la grand-mère montagnarde, qui n'a pas fait d'études, mais qui adore les livres, elle a d'ailleurs un peu monté une sorte de bibliothèque informelle dans son bistrot, et elle est bien remplie, sa bibliothèque est bien rangée par ordre alphabétique. Et elle est très admirative d'Ella Maillard, qui est une écrivaine suisse, écrivaine de voyage plutôt. Et il y a une superbe rencontre qui est décrite en très peu de mots aussi, mais qui illumine bien et qui, d'emblée, dès la première partie, avant les malheurs, si on peut dire, montre la place de la littérature dans la vie de Rose et dans la vie de sa grand-mère. Et également, au moment où elle apprend qu'elle est enceinte, il y a une phrase que je trouve très belle où elle lit elle essaye de trouver un livre qui va l'aider à répondre à ses questionnements, et elle tombe sur le livre de l'intranquillité, et elle dit: vertigineux, la beauté est toujours une réponse. Donc ça, c'est magnifique, je trouve, sur la littérature. Et après, plus loin, il y a évidemment dans la deuxième partie, c'est la littérature, et notamment la fiction, qui va lui permettre de remonter en fait la pente, la descente aux enfers étant vraiment arrivée au maximum, si on peut dire. Elle ne peut pas descendre plus bas, sauf à se tuer, quoi. Et tu imagines l'arrivée d'une personne qui va lui faire reprendre goût à la vie, si on peut dire, par la lecture de textes à voix haute, et notamment Duras au début. La première lecture qui lui fait oublier ou penser à autre chose pendant quelque temps. Alors après, c'était un peu... Il y a des ellipses, parce que moi, en arrière-plan, il y a toute... Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très... C'était vraiment une thérapie très, très, très organisée. Et petit à petit, on découvre qu'en fait, c'est pas son mari. Enfin voilà, il y avait vraiment, c'était quelque chose de réfléchi. C'était pas gratuit. Il l'a pas mise dans ce chalet par hasard. Et puis les lectures avaient été choisies quand même avec soin, notamment Duras, parce que elle aimait cette autrice. Donc voilà, donc en fait, le fait de renouer, parce que dès le départ, dans le prologue, voilà, Rose dit qu'elle ne lit plus. Et ensuite, elle va, justement, elle n'arrivait plus à lire, tellement elle était dans les ténèbres, effectivement. Elle n'arrivait plus à. Enfin voilà, en grosse, grosse dépression, donc on n'arrive plus à se concentrer. Et puis, grâce à la lecture, effectivement, elle va renouer. Et surtout, enfin, je pense, quoi, avec Charlotte Delbo qui va lui faire un vrai choc, quoi. Et justement, Charlotte Delbo, ça fait partie des écrivains qu'on appelle de la littérature concentrationnaire, un peu pour aller vite, mais
c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de récits et de témoignages sur des gens qui ont vécu des choses très, très douloureuses et qui ont besoin, enfin, qu'à un moment, ça les aide de lire cette littérature-là. Après, c'est assez humain, quoi, de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, elle n'est pas toute seule à souffrir, et qu'il y a des souffrances quand même encore plus grandes que la sienne, voilà, puisqu'elle imagine qu'elle a le monopole de la douleur et que perdre son enfant, c'était ce qui pouvait arriver de pire sur Terre, quoi. Et oui, je sais pas si c'est humain. Alors là, par exemple, typiquement, moi, je me suis pas posé la question de me dire est-ce que ce serait pas quand même impudique, insultant, enfin vraiment voilà enfin Charlotte Delbo déjà, voilà, et de parler, enfin de comparer la Shoah avec la mort d'un enfant qui est quand même, pardon, mais un peu plus naturel, même si c'est peut-être pas tout à fait naturel de perdre son enfant qui meurt avant soi, mais et en fait, j'ai pas pensé à ça, enfin vraiment, c'était vraiment instinctif parce que moi, ça a été un choc de lire Charlotte Delbo, ça a été vraiment un immense, enfin voilà, je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est, enfin, celui-là en particulier, quoi, ça m'a fait cet effet, mais tous. Et puis là, j'ai pas réfléchi justement, mais après, quand le livre était terminé, que je l'ai donné à mon éditrice, là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, tu trouves pas ça elle me dit, mais pas du tout, quoi. C'est vraiment justement cette humanité de se dire, voilà, d'autres que moi ont vécu des choses vraiment bien plus difficiles que ce que je suis en train de vivre. Et après, moi, je peux pas concevoir qu'on passe une vie sans lire, sans littérature. Donc, évidemment, c'était déjà dans le premier livre. Ouais, voilà, c'est même, voilà, c'est pas possible, quoi. Oui. Et d'ailleurs, à la fin du bouquin, il y a la liste des œuvres citées, et donc c'est chouette parce qu'on peut avoir envie d'aller lire. Et d'ailleurs, il y a aussi de la musique. Oui. Alors, je voudrais quand même te revenir sur cette histoire de Longe parce que tu l'as évoqué brièvement, mais moi, c'est vrai que quand j'ai commencé la lecture, j'étais un peu choquée quand même, il faut reconnaître. C'est vrai. Bah oui, parce que tu te dis, mais ouais, comment elle peut oser écrire un truc pareil, l'histoire d'un homme qui attache sa femme et qui la rend prisonnière par amour pour la sauver d'elle-même. En gros, c'est ça. Hein. Ouais. Et est-ce que ça t'a fait hésiter? Comment ça se fait que ça t'est venu cette histoire-là? Parce que je vois bien que le livre est traversé par cette histoire d'amour absolu, puisqu'ils se rencontrent, en fait, ils ont 6 ans. Après, ils se perdent de vue. Pendant quelques années, ils se voient, mais c'est des amis d'enfance. Et après, ils se perdent de vue, et après, ils se retrouvent, et c'est comme si c'était jamais quitté. Et cette histoire d'amour, elle est très, très forte. Mais quand même, c'est pas rien, quoi. De toute façon, elle allait mourir, quoi. Il allait la perdre aussi, de la laisser dans cette situation-là. Et de la laisser, enfin voilà, en même temps, dans l'aparté, c'est le moment très court hein, où elle se retrouve enfermée suite à un geste assez sauvage qu'elle a. Enfin voilà, elle fait quelque chose que je ne vais pas dire, mais du coup elle se retrouve en hôpital psychiatrique et lui il refuse de la laisser là-dedans parce que c'est vraiment, voilà, personne peut, justement, ça veut quand même dire que l'enfermement c'est pas non plus ce que Camille voulait. Et en fait, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir envie d'attacher quelqu'un. Ok. Et pardon, c'est pas du tout grivois. Pas du tout. Non, mais parfois, quand on est complètement désemparé par une situation et qu'on aimerait sauver quelqu'un et que le seul moyen, enfin voilà, moi c'est dans un cas de drogue et se dire ben peut-être que le seul moyen c'est de l'attacher et puis comme ça ben voilà il peut plus sortir et il veut plus aller acheter de la drogue donc vraiment ça m'a, enfin, mais c'est le seul moyen, mais en fait on ne le fait pas évidemment, personne ne peut faire ça, mais là dans son cas dans le livre. Ben, je me suis mise à le faire dans le livre exactement. En fait c'est ça, c'est génial d'écrire des livres, tu peux faire tout ce que tu peux pas faire, réaliser tes fantasmes à travers un livre. Wow. Mais il y avait quand même, alors après il s'est passé quelque chose, ça je l'ai pas raconté souvent. En fait moi j'imagine tout ce truc, mais derrière il y a vraiment
toute une machine. Enfin, il y a vraiment quelqu'un qui gère tout ça. Enfin, il y a les gens qui viennent lire ont eux-mêmes, ça je le dis un tout petit peu, ont eux-mêmes été sauvés entre guillemets, consolés par la littérature. Ils peuvent le faire qu'une seule fois durant toute leur vie. Enfin voilà, c'est des règles très très strictes que j'avais imaginées. Et donc moi j'étais en train de terminer, mais vraiment imaginer comme ça quoi. Alors bien sûr qu'on connaît la littérature, ça existe, mais voilà, là c'était vraiment autre chose. C'était une thérapie que j'avais inventée. Et puis, je suis en train d'écrire les dernières pages. Je sais que je vais mettre le point final et tout. Et le soir, quand même, je cherche sur Google des synonymes de consolatoire, de littérature consolatrice. Enfin voilà, je voulais pas toujours trouver ces mêmes mots. Et là, je trouve vraiment, je tombe dessus sur Wikipédia. C'est pas que j'ai cherché très loin, hein. En fait, ça existait et ça a été créé au temps de l'Égypte et en particulier pour les parents qui avaient perdu un enfant. C'est-à-dire que vraiment les consoler par la littérature sur Wikipédia. Donc je découvre ça à la fin. Vraiment, le livre, je le rendais 2 jours après, hein. C'était incroyable. Donc ça avait existé et c'était pour des douleurs comme ça, vraiment, voilà, qui étaient presque insurmontables ou voilà, qui paraissaient contre nature. Donc moi, il y a effectivement cet arrière-plan où lui, il n'est pas tout seul, c'est pas quelque chose de... C'est vraiment réfléchi, il y a vraiment tout un entourage, l'entourage familial, mais aussi cette femme qui finalement loge pas loin, enfin voilà, il y a vraiment... Mais euh, j'avais pas envie de mettre des explications, quoi. Et puis laisser c'est vide, et puis les gens, ben voilà, s'ils étaient choqués... je sais pas, je porte pas au lecteur parce que sinon, comme je vous dis, il y a plein de choses que j'écrirais pas, quoi. Ouais. D'où le titre aussi. Oui, alors puis en plus, c'est pas la laisse quand même. C'est une longe. Mais après, justement, ça aurait pu faire éducatif. Non, mais je me suis quand même posé quelques questions. Et ce titre-là, tu as tout de suite c'était trouvé hyper que c'était évident. Oui, vraiment. Oui, et vous n'avez pas réfléchi à une autre possibilité avec Sabine, c'était ça? Non, c'était vraiment... Alors que moi, je suis vraiment, comme journaliste, je suis vraiment pas la championne des titres. C'est pas mon point fort, mais là, c'était une évidence, quoi. Et puis, c'était à la fois négatif et pas, puis l'allonge, enfin voilà, c'était un peu... Enfin voilà, moi, c'était mon titre de travail, mais on l'a gardé, ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ce titre? Non, mais c'est parce que, effectivement, moi, dès que j'ai vu ce titre et après, quand j'ai commencé le bouquin, c'est vrai que ma première impression, ça a été d'être choquée, mais en fait, c'est très vite parti. Parce qu'après, j'ai été embarquée par ton écriture et par l'atmosphère et par ces récits de vie entremêlés. Parce que finalement, il y a Rose, mais il y a aussi ses parents, ses grands-parents, son frère, sa chère amie, son amoureux. Donc toutes ces vies-là qu'on traverse, qu'on rencontre, tous ces personnages qui existent vraiment, qui sont très forts, même si tu ne les décris pas de manière très détaillée. Mais ça, c'est vraiment fait exprès. Et c'est voulu, oui. Oui, c'est voulu. Mais ils existent vraiment en même temps. En fait, leur cas, on comprend, enfin, on ressent, enfin, j'espère, leur tempérament. Et puis de savoir qu'ils ont les yeux bruns ou bleus, les cheveux blonds ou noirs, enfin tout ça, pour moi, ça n'a pas d'importance puisque chaque lecteur, évidemment, on a des images dans la tête. Si je dis à un moment donné qu'elle a les cheveux courts, ça a vraiment une raison. C'est un geste qui montre c'est comme si c'était quitté hier et par rapport à sa mère, etc. Mais effectivement, c'est assez volontaire de ne pas décrire avec précision les personnages. On sent leur caractère, c'est déjà pas mal. Oui, c'est l'essentiel en fait. Oui. Donc pour finir, et puis après je vous laisse la parole pour ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent poser des questions ou faire des remarques. L'avant-dernier court chapitre de la deuxième partie commence comme ça. Nous vivons, nous ne sommes plus innocents. Je trouve ça super beau. Mais c'est tellement fort parce que ça dit tout sans dire beaucoup, quoi. Et on sent que c'est le début de la... Enfin, c'est déjà là, ils sont presque au bout de cette remontée vers la lumière. Parce qu'elle passe son temps à dire qu'elle n'arrive pas à vivre, en fait. Et là, elle dit, nous vivons.
Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Mais à vous la parole. Je veux bien commencer. Oui. En vous écoutant, je me suis dit, mais en fait, votre livre, c'est le résultat d'un processus qui est le vôtre, un processus littéraire. Et c'est comme si, en vous écoutant, en répondant aux questions de Marie-Aube, ça me donnait accès à votre intimité, alors que le livre, beaucoup moins. Enfin, quand je lis, je ne suis pas dans la rencontre intime vraiment avec l'auteur ou l'autrice. Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est facile de parler de ce processus quand on est l'autrice? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, je la comprends très bien. Parce qu'en fait, les gens qui me connaissent très très bien ou qui connaissent des parts vraiment, pour le coup, intimes de ma vie, en fait, j'écris un seul grand livre, quoi. Et il y a des traits, enfin, ça se tire et tout ça, mais même moi, je ne les vois pas. Enfin, voilà, quand j'ai une de mes premières amies qui me fait, voilà, effectivement, et qui va vers ce livre que je veux désespérément écrire. Alors, en fait, là, ça m'embête un petit peu. J'ai eu beaucoup de plaisir avec... Enfin, j'ai toujours beaucoup de plaisir de rencontrer les lecteurs, ça oui. Mais je trouve que... bon, c'est pas très... Je crois qu'il faut éteindre la caméra parce que mon éditrice va me tuer. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle sait ce que je pense. Non, mais c'est pas très... En fait, ce qu'il y a, c'est que... j'avais été tellement seule longtemps, mais j'avais brûlé tout ce que j'avais écrit avant, donc vraiment, donc du coup, c'était super enthousiasmant de parler de sa préférée, puis celui-là, effectivement, mais vous êtes la première à me dire ça, vraiment, et j'ai fait quelques rencontres. En fait, ce livre-là, il découle forcément de celui qui n'a pas été publié, mais ça n'a rien à voir, c'est d'autres personnages, mais il a été écrit parce que j'ai écrit ce deuxième. Et puis, donc voilà, je suis contente voilà, que ça puisse... Mais ce qui m'embête, c'est qu'en fait, moi, il y a plein de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. J'ai aussi compris pourquoi... Enfin, j'ai compris. Je sais pourquoi le deuxième livre n'a pas été publié. Pas du tout parce qu'il était mauvais, mais parce qu'elle ne pouvait pas le défendre et elle pensait que je ne pourrais pas le défendre. Et là, en vivant cette deuxième tournée, je me rends compte qu'en fait, j'aurais pas pu défendre ce deuxième livre. J'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de recul. Puis c'est difficile parce qu'effectivement, c'est pas du tout, c'est vraiment des vrais romans. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ma vie, du tout, même s'il y a plein, évidemment, les paysages, des choses, mais il y a un fond qui est effectivement quelque chose voilà, qui me parle. Donc là, je trouve toujours qu'on demande beaucoup trop aux auteurs. C'est super sympa. Mais voilà, c'est compliqué quoi. Là, t'as pas du tout été intrusive, mais effectivement, après, je trouve pas impudique, mais il y a vraiment des choses que j'ai pas envie de dire. Il y en a que je comprends pas. Alors après, je joue un jeu en donnant l'impression que je suis un peu naïve et tout ça. C'est voilà un jeu que j'ai envie de faire parce que c'est un peu drôle et puis c'est un peu décalé, mais c'est beaucoup plus réfléchi que ça, évidemment. Hein. Il y a un projet, ça, mon éditrice, j'ai de la chance d'avoir vraiment une très grande éditrice qui, elle, sait depuis le début quel est le livre que je veux écrire et en fait, et tout ça va se... Enfin, voilà, c'est une espèce d'œuvre. Alors après, est-ce qu'elle sera bonne ou pas, mais elle a compris ça et elle sait, depuis avant de préparer sa préférée, quels sont les sujets qui m'intéressent et ce que je veux écrire à la fin, quoi. Donc elle me protège beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi j'avais entendu, je me rappelle Rebecca Ligueri, non Baya Maktam, enfin je confonds, ouais. Enfin, Oui. voilà, on a compris. Rebecca Ligueri qui est Baya Maktam et qui est est voilà un peu comme ça, qui a l'air un peu voilà fermée et puis qui dit oh moi c'est vraiment pas la partie que je préfère et puis je la trouvais, je me disais moi quand même c'est vachement sympa et tout, mais là honnêtement en fait moi comme j'ai le prochain qui est déjà en route. En fait, je me réjouis de me retrouver. En fait, dans l'écriture, le plus intéressant, c'est quand même l'écriture, quoi. Enfin, les lecteurs, c'est vrai que ça, c'est vraiment hyper joyeux ou quelqu'un qui vous comprend d'un coup. Merci, madame.
Mais c'est vrai que ça fait bizarre de répondre à toutes ces questions, quoi. Mm. Non, Mais je le fais avec joie. En fait, je vais peu écouter les auteurs. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais le livre, une fois terminé, mais c'est plus vous, quoi. Ah oui, alors en plus, c'est bah vraiment oui. ça. C'est ça. Parce qu'en plus, j'ai été journaliste. Moi, je serais pour qu'on ne signe pas les articles. Et moi, du moment que je donnais mon article, voilà, après, pour apprendre et voir pourquoi ils ont corrigé, et s'il y a des corrections. Mais voilà, moi, effectivement, ça m'appartient plus. Merci. Merci à vous. Vous parliez de ces thèmes très peu évoqués en littérature qui traversaient justement votre manuscrit, votre sujet. Alors est-ce que peut-être pour rebondir sur la précédente, est-ce que ce serait déplacé de vous demander de quoi il s'agissait ou Ah non, alors ça je peux pas le dire, non. Mais c'est pas immoral, mais c'est pas immoral, mais c'est c'est un sujet. Il y a plusieurs sujets, mais entre autres c'est un vrai sujet tabou que je pensais mettre un peu de côté pendant quelques années, mais pendant cette rencontre, en fait, il y a eu beaucoup d'interactions, il y a eu des choses qui ont fait que non, je sais que voilà, que c'est un sujet, c'est capital d'en parler, quoi. Mais et c'est pas du tout de la provoque, et moi j'aime pas du tout ça, hein. C'est pas du tout de la provocation, et c'est des sujets qui ont à voir entre, voilà, entre les parents et les enfants, quoi. Donc voilà, c'est des sujets un peu tabous. Et c'est pas de l'inceste, hein, parce que c'est Ah oui, non, ça y est, c'est pas- il y en a eu. Non, mais il y en a eu et c'est Oui. très bien et Oui, il faut en mais parler, bon. mais ça n'a rien à voir avec ça. Je suis tout au début de votre livre. Ah, Tout au je début ne de voyais votre pas. livre. Mais cet après-midi, j'ai écouté une interview que vous aviez fait chez Mola, je crois. Ah, ouais, ok. Et j'ai la sensation que les personnages pour vous c'est l'architecture du livre. Et j'ai été étonné de vous entendre dire que quand, je crois, alors moi je fasse une erreur, hein, quand le couple, quand Rose et Camille vous sont apparus en marchant le long d'une rivière, Oui, c'est ça. ils étaient plus âgés, comme s'ils avaient leur propre vie, plus âgés que dans le roman. Je n'ai pas fini le roman, donc je ne sais pas si on les voit à la fin de cet âge-là. Non. Mais vous disiez qu'ils avaient quasiment 75 ans, comme Oui. s'ils avaient une vie complètement autonome par rapport à vous, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment parce que c'est des personnages. Après, je suis pas complètement zinzin. Je veux dire, je dis c'est comme une amitié qui se dévoile comme ça. Alors, moi, je les ai vus âgés, mais c'était en lien justement avec le livre qui avait été refusé la veille. Donc, ce couple est apparu et cet âge-là, enfin voilà, c'était vraiment, ça apparaissait et pendant 4-5 jours. Parce que moi, ma vie de famille est très très importante, donc j'écris pas le week-end au début, hein. Après, à la fin, il n'y a plus de vie. Mais pendant quelques mois comme ça, et en fait, j'avais écrit sur ce couple âgé, en fait. Et pendant le week-end, mais vraiment, enfin voilà, je les voyais jeunes, avec une toute autre histoire, une histoire, enfin voilà, ça avait plus rien à voir. Et le lundi matin, j'ai diletté, j'ai même pas sauvegardé, j'ai diletté tout ce que j'avais fait, j'ai supprimé. Et j'ai commencé ce prologue et c'était hyper clair. Mais alors après, je tendais. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on écrit. Enfin, parfois, on décide d'écrire un livre, puis en chemin, il y a autre chose qui se passe. Et je tendais vraiment vers une fin de vie beaucoup plus âgée, mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé, quoi, en route. Comme c'était pas prévu qu'ils s'aiment autant. Moi, quand j'ai vu le couple âgé, c'était un couple, un amour assez profond où ils avaient, voilà, ils secouraient quelqu'un. Et qui n'était pas leur enfant d'ailleurs. Et puis j'ai eu besoin de la. Enfin, je sais pas, c'est venu comme ça, comme si elle me racontait des trucs. Et ouais, justement, il y a plein de choses qui se passent, quoi. Mais C'est... ouais. Mais il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui disent ça de leurs personnages, qu'ils ont. Moi, au début, je pensais que c'était une coquetterie les premières fois que j'ai entendu des gens qui disaient ça. Et en fait, je me rends compte que c'est profondément vrai. Non, c'est vraiment... Et c'est étonnant aussi, mais c'est vrai. Oui, il y a plein de choses. Enfin, moi, j'ai pas du tout de plein. Après, il y a des auteurs, je suppose que certains auteurs, je donnerai pas de nom, mais je sais pas,
Mon homologue, enfin l'autre Suisse, Dicker, je pense qu'il fait des plans, lui, lui il a carrément des tableaux Excel, et c'est très clair et tout ça, enfin bon voilà, parce qu'il décide de ce qui va se passer, mais puis plein d'autres où ça marche, mais moi ça marche absolument pas ce genre de truc. Puis justement, c'est plus, enfin voilà, on se fait surprendre par les personnages, où tout à coup il se passe des choses, quoi. Et puis j'ai eu aussi une longue conversation, enfin j'ai eu un entretien avec Jean Echenoz, c'était super intéressant on a plus parlé en dehors de l'interview qu'à la radio. Et parce qu'en fait, au moment où on écrit, enfin, il m'expliquait ça aussi, c'est que on est comme un aimant et tout, au moment où on est dans l'écriture d'un livre, il y a tout qui nourrit le livre et tout. On l'aurait écrit à un autre moment, à un autre lieu, à une autre époque. On ne l'aurait pas fait de cette manière-là, mais à un moment donné, c'est vraiment tout, tout arrive à nous, quoi. Et il y a aussi plein de choses incroyable de la réalité qui interfère avec le roman, quoi, des choses complètement folles. Moi, la fin, là, quand je lis ce truc le jeudi soir, hein, j'ai terminé un vendredi, c'est pour des parents endeuillés, enfin, je m'en revenais pas que ça avait existé. Et par exemple, moi, je suis partie d'un lieu qui est la chapelle, bon, ça va rien vous dire, mais c'est la chapelle, c'est une chapelle précise qui est dans le Val d'Airain. Et puis, j'adore, je la trouve belle et tout. Et j'avais écrit dans l'après-midi, j'avais parlé de Derrib, le dessinateur suisse qui a inventé Yakari. Et puis, voilà, en mangeant, je parle avec mon mari qui me dit ah ouais, mais c'est la chapelle dont tu as envie de parler, tu sais qui l'a peinte, qui a peint les murs. Puis je dis ah, non, je sais pas, ouais, c'est de Ribaud-Pierre. Et puis il me dit tu sais pas qui c'est? Je dis non, je sais pas qui c'est. Il me dit bah c'est le père de Derrib. Mais lui il savait pas que moi j'avais parlé de Derrib 3 heures plus tôt, quoi. Et puis là je me dis il faut vraiment que je retourne voir cette chapelle, et voilà. Et après j'ai appris des anecdotes qui n'étaient pas vraies, que j'ai confirmées. J'ai appelé Derrib, je lui ai demandé, enfin voilà, il y a quand même plein de choses. T'as travaillé, quoi. Ouais, ouais, il y a des trucs, ouais. Mais c'est intervenu sans que au cours de l'écriture, en fait. Voilà. Et je sais plus si on avait parlé de ça la dernière fois, de comment tu as rencontré Sabine Vespizer, parce que ce que tu disais sur le fait qu'elle connaît ton projet, et moi ça me parle beaucoup parce que c'est une éditrice que je suis depuis très longtemps et qu'on aime beaucoup ici, et on l'avait reçue aussi en tant qu'éditrice pour qu'elle nous parle de sa façon de travailler, de sa conception du métier d'éditeur. Et justement, elle fait partie de ces éditeurs qui ne sont pas si courants, qui aiment bien éditer une œuvre et pas seulement quelques livres d'un auteur ou d'une autrice, mais vraiment travailler sur le long terme et sur l'ensemble. Et je me dis, mais c'est trop bien que vous vous soyez rencontrés, en fait. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Oui, puis elle est, par exemple... Enfin voilà, moi, la mort aussi, c'est un sujet obsessionnel chez moi. Et puis, j'en parle, bref... j'aimerais bien, j'aime beaucoup les nouvelles, et je lui dis ah ouais, j'aimerais bien écrire des nouvelles comme ça, mais dans une conversation. Puis un jour on discute plus profondément, et puis je lui raconte un des projets que j'ai, j'en ai plusieurs, et puis elle me dit mais en fait tu es en train de trouver un prétexte pour relier des nouvelles au lieu d'écrire des nouvelles. Puis je lui dis bah oui, logique quoi, les nouvelles ça se vend pas, je veux dire il faut que je trouve. Puis elle me dit et alors ça se vend pas? Je veux dire si tu as envie d'écrire des nouvelles, écris des nouvelles, et puis c'est sur tout ce que tu auras écrit, on s'en fiche. Moi, je suis là, je te soutiendrai, mais tu fais des nouvelles, on va en vendre 2000, et puis c'est pas grave, quoi. Parce que ça fera partie de ta biographie, de ta bibliographie. Et ça, effectivement, c'est assez rare par les temps qui courent d'avoir un éditeur qui pense ça, ou qui n'a pas besoin que ce soit quelque chose dans l'air du temps, ou de... Voilà, ouais, on sait quand on est chez Sabine Vespizer que en fait elle nous soutiendra toujours, et si elle le fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc du coup, moi je l'admire encore plus, le fait d'avoir refusé ce texte. Elle m'a dit une phrase quelque temps plus tard, elle m'a dit un jour tu aurais regretté d'avoir publié ce livre comme ça, tu l'aurais regretté. Et puis aujourd'hui je sais que c'est vrai que j'aurais regretté de le publier sous cette forme. Mais on s'est rencontrés par hasard, en fait, parce que je suis allée interviewer un de ses auteurs.
Robert Zetaler. Je Ah n'avais oui. pas raconté Ah oui, oui, ça. si, c'est Ouais. ça. Il me semblait qu'on Oui, en avait oui. parlé, mais j'avais oublié. Ouais, Ouais. grand auteur aussi, autrichien, Oui. qu'elle publie magnifiquement. Mm. C'est une éditrice suisse. Non, Non, française. elle est alsacienne d'origine. Alsacienne, d'accord. Et Ok, je connais pas cette maison d'édition. elle a été éditrice chez Actes Sud et puis après elle a quitté Actes Sud pour fonder sa propre maison. Mm. Et elle fait un travail formidable Mhm. depuis Plus de 20 ans, là, 25 maintenant. ans Ouais. presque. Mais bon, ça fait Elle 40 publie ans peu, qu'elle est... mais elle publie une dizaine de titres par an. Ouais. Mais elle suit vraiment son catalogue, et elle suit les auteurs. Elle veut vraiment oui, être auprès de ses auteurs et pas publier juste un livre par-ci par-là. Mhm. Et c'est très précieux, je crois, pour vous. Oui. Mais quand je suis arrivée sur la tournée du Goncourt, il y avait une autrice d'une toute grande maison, hein, qui est très bien, hein, mais une grande maison à Paris, puis qui me dit le premier jour, c'était à Paris le premier jour, elle me dit et toi, tu n'as pas d'attaché de presse. J'ai dit non, moi j'ai pas d'attaché de presse, j'ai mon éditrice. Ah bon? Et puis à la fin, elle a envoyé son manuscrit chez Sabine. Parce qu'effectivement, l'attachée de presse dans un grand groupe, elle a 200 auteurs, ils s'en publient 10 ou 18 ou 20 par mois. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes, voilà, là, Sabine, moi quand je lui ai envoyé mon deuxième texte, ou celui-là, moi je veux dire, dans les 6 heures qui suivent, j'ai une réponse. Dans les 6 heures, on a une Mais oui, réponse. c'est Il y en a ça. qui attendent des mois, quoi. Ouais. Ou après on leur dit oui, mais c'est pas quand vous paraissez. Donc il y a plein de choses. Non, elle est vraiment très, très, très engagée. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on peut s'arrêter là. Merci Merci beaucoup. Sarah. Merci. Un plaisir.